à tous. Après avoir parlé de décrochage économique de l'Europe, de la renaissance de l'industrie photovoltaïque, de la régulation, c'est la question de l'élargissement de l'Union européenne que l'on se pose dans cette émission Et demain l'Europe. 27 pays aujourd'hui. Oui, le Brexit nous a fait passer l'Union européenne de 28 à 27 membres. Faut-il continuer d'élargir le cercle? Eh bien, je me tourne vers notre invité, Sébastien Maillard, conseiller spécial au Centre Grande Europe sur l'élargissement, ancien directeur de l'Institut Jacques Delors. Sébastien Maillard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en liaison. Alors, c'est vrai que l'élargissement, ça a été au départ une belle histoire. En 1950, la CECA a été initiée en réponse à la question allemande, pour prévenir la résurgence de tout nouveau conflit. Puis avec le marché commun, c'était un petit peu l'idée de pacifier les relations entre États à travers le commerce. Et puis après la chute du mur et la réunification de l'Union européenne et le projet de monnaie unique ont été lancés pour amarrer l'Allemagne post-89. Donc à chaque fois, l'élargissement à ce moment-là s'était présenté comme une prolongation de l'élan initial. Est-ce que c'est toujours le cas ? En partie oui, parce que le projet initial, le projet des pères fondateurs que vous avez très bien rappelé, le projet de Robert Schuman, de Jean Monnet et d'autres, avait naturellement une vocation continentale, mais pas une vocation impériale. C'est-à-dire que, c'est ça toute la différence d'ailleurs, c'est que il s'agit d'unifier l'Europe, mais de manière volontaire. Tous les pays membres qui nous ont rejoints, les 27 que vous citez, aucun n'est venu de force. C'est pas un mariage forcé, l'Union européenne. Et donc, les pays le rendent de leur plein gré. Aucune candidature n'est sollicitée. Les pays font acte de candidature parce que effectivement, ce marché commun, l'euro et tous les succès qui ont fait la construction européenne attirent un peu comme un aimant. Et donc, des pays ont de plus en plus envie de rejoindre cela. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais la guerre en Ukraine, effectivement, a changé la donne. Parce que jusqu'à maintenant, l'Europe, je dirais, c'était une expansion finalement assez tranquille de l'existant. Mais la guerre en Ukraine a changé la donne au sens où des pays qui ne sont pas dedans, je pense donc à l'Ukraine, à la Moldavie, à la Géorgie, des anciennes républiques de l'URSS, des pays qui ne sont pas dedans. Avant, s'ils n'étaient pas dedans, je dirais, ça ne changeait rien pour nous. Maintenant, s'ils ne sont pas dedans, ça peut se retourner contre nous, si j'ose dire, qui n'est pas avec nous et contre nous maintenant sur le continent européen, parce que Poutine le joue comme ça. Et donc, ça devient une question, c'est pour ça qu'on dit que le nouvel élargissement, on parle d'impératif géopolitique, c'est-à-dire que c'est aussi pour notre sécurité bien comprise qu'on a besoin aussi d'avoir ces pays avec nous, non pas non plus qu'on va les chercher, c'est eux, encore une fois, qui font acte de candidature librement, mais c'est aussi dans notre intérêt de sécurité que de les avoir, parce que s'ils ne sont pas avec nous, si les Balkans, par exemple, restent en dehors de l'Union européenne, eh bien, ils seront avec la Chine, ils seront avec la Russie, ils seront avec d'autres puissances, et avec des puissances hostiles à la nôtre. Donc, c'est plus du tout un jeu, je dirais, neutre. Et donc, on rentre vraiment, c'est un élargissement après une tournure géopolitique. Voilà. Parce qu'au début, si on fait un petit flashback, cette question de l'Europe, quand même, de l'élargissement, elle est inhérente à l'Europe. Si on se souvient des étapes, d'abord, ça a été celle des 6, puis des 9, puis des 10, 12, 15, des 25. Voilà, quelle est la suite? Ou si on peut revenir jusqu'à maintenant, cette construction était moins problématique. À quel moment est-ce devenu problématique? En fait, il y a une question d'ampleur et de rythme. L'ampleur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'où s'arrête l'Europe. L'Europe a autant côté Atlantique, là c'est clair, il y a l'océan pour délimiter les frontières, mais plus on va vers l'Est, plus on se demande est-ce que le Caucase, est-ce que la Turquie font partie de l'Europe. Et la question, la géographie n'arrive pas à donner des réponses tout à fait claires. Et la question de la Turquie, par exemple, a un peu empoisonné le débat, puisque manifestement, ce pays est à cheval sur deux continents. Il y a seulement un très petit pourcentage qui est géographiquement rattaché à l'Europe. Donc,
Donc, la géographie ne suffit pas à répondre, mais c'est vrai que le rythme compte, puisque vous avez rappelé quand on est passé de 6 à 9 ou de 9 à 12, je dirais, il y avait à peu près un rythme de 3 pays tous les 10 ans. On a eu donc les 3 premiers dans les années 73, Royaume-Uni, Danemark, Irlande, après les 3 de Méditerranée, Grèce, Espagne, Portugal. Ensuite, dans les années 90, Suède, Finlande et Autriche, donc on est passé à 15. Mais le grand saut, où c'est peut-être devenu problématique, en tout cas du point de vue des pays qui absorbent, c'est il y a 20 ans, donc quand on est passé de 15 à 25, ce qu'on appelait le Big Bang. Donc là, c'était plus 3 tous les 10 ans, c'était tout d'un coup 10. Et c'est vrai que ça a engendré ce qu'on a appelé la fatigue de l'élargissement, en anglais enlargement fatigue, parce qu'on s'est dit, oula, mais là, on a du mal à tenir. Il y avait une sorte de fuite en avant. Et de surcroît, qu'on est passé après à 27 avec la Roumanie et la Bulgarie. Donc, il y a eu une sorte de pause faite dans l'élargissement. Quand Jean-Claude Juncker est arrivé à la tête de la Commission en 2014, il a dit, moi, sur les 5 années que je serai là, il n'y aura aucun pays qui rentrera. Donc, vous voyez, il y avait une volonté un peu de freiner, d'arrêter. Mais maintenant, la guerre en Ukraine a relancé le mouvement, parce qu'on s'est dit, comme j'expliquais, qu'on ne peut pas tenir aussi, avoir des espèces de zones du continent où on ne sait pas très bien s'ils vont rentrer, si dans cette espèce de flou. Eh ben, effectivement, le Poutine a profité pour lancer cette guerre et montrer que la sphère d'influence russe, elle va jusque-là. Et donc, il faut montrer aussi à ces pays qu'ils ont le choix et que l'Union européenne est prête à les accueillir. On va y revenir à l'Ukraine. Vous avez cité notamment la Turquie, candidate depuis 1999, je crois. Bon, oui. 84 millions d'habitants. Elle n'a qu'un pied en Europe. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour que la candidature soit quand même recevable? Il faut un ancrage dans l'Europe. Est-ce que également le statut, l'Union européenne n'oblige personne à rentrer, c'est très démocratique, mais il faut quand même que le candidat, si je ne m'abuse, fonctionne comme une démocratie participative. C'est clair, ça. Ça, c'est une condition sine qua non. Vous avez rappelé le critère géographique. Autant pour la Turquie, c'est franchement un peu tiré par les cheveux de dire que c'est un pays du continent européen, puisqu'encore une fois, si vous allez à Istanbul, il y a une partie qui est en Asie, une partie qui est en Europe. Mais surtout, il faut être... le Maroc, par exemple, avait fait candidature dans les années 80. Le Maroc, on a tout de suite dit, le Maroc n'est pas un pays européen, manifestement, donc voilà, il n'est pas éligible. En revanche, l'autre condition, même si on est en Europe, c'est une démocratie. C'est pour ça que l'Espagne de Franco n'a pas pu rentrer, ou le Portugal de Salazar, alors qu'il était candidat, ne pouvait pas rentrer. La Grèce des colonels ne pouvait pas rentrer. Et tous les pays de côté du rideau de fer, tant qu'ils étaient sous dictature communiste, ne pouvaient pas non plus rentrer. Donc effectivement, il faut être une démocratie représentative, une démocratie libérale, pour rentrer dans l'Union européenne. Et la Turquie, là-dessus, n'est pas prête, apparemment, mais sous Erdogan, en tous les cas, à remplir ce critère. Donc, c'est pour ça que avec la Turquie, on est vraiment dans une impasse. Je sais, à mon avis, ça ne bougera jamais. Les négociations sont gelées depuis 2016 et il n'y a plus d'envie de part et d'autre vraiment d'aller de l'avant. Donc c'est en train d'aller un peu dans les oubliettes pour plutôt avoir une relation forte avec ce pays clé, mais une relation qui peut être autre chose qu'une adhésion. Alors, dès que la menace est apparue, là je parle de l'Ukraine, l'Ukraine a frappé à la porte de l'Europe. L'Europe est une valeur refuge aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a cette force d'attraction de l'Europe, quand même depuis toujours, mais le statut de valeur refuge a encore pris de la valeur, n'est-ce pas? Oui, ce qui m'a touché, si je puis dire, dans cette réaction de l'Ukraine dès quasiment le lendemain de son invasion par les troupes de Poutine le 24 février 2022, c'était de frapper à la porte de l'Union européenne, et ainsi la Géorgie et la Moldavie l'ont imité, comme si c'était presque une demande d'asile politique pour se réfugier dans l'Union européenne. Et ça fait réfléchir d'ailleurs aussi les souverainistes peut-être qui prétendent que l'Union européenne va démolir les nations, puisqu'au contraire, on voit que l'Ukraine, au moment où elle se sent la plus menacée sur le plan existentiel, elle pense que ça... Et effectivement, c'est ça, le geste de guerre, c'est que l'Ukraine pourrait disparaître. Donc pour sauver sa nation, pour sauver sa souveraineté nationale,
elle veut rentrer dans l'Union européenne comme un havre pour protéger cette souveraineté. Donc ça montre bien que l'Union européenne n'est pas là pour détruire les nations, mais au contraire pour leur permettre de s'épanouir. Alors, il y a plusieurs États candidats, 5 pays des Balkans, Bosnie, Monténégro, Albanie, Macédoine du Nord, Serbie. Ont-elles des chances d'adhérer un jour ? On leur promet depuis 2003. Le sommet européen de Thessalonique leur a donné cette perspective, mais ça avance très doucement. D'une part parce que, comme j'expliquais, de notre côté, il y a eu cette fatigue d'élargissement après le Big Bang de 2004 et l'entrée de la Roumanie et Bulgarie un peu rapide. On s'est dit, oulala, on va un peu trop vite, il faut un peu calmer le jeu. Et eux-mêmes, du coup, je dirais pas, s'il n'y a pas une incitation forte ou une perspective claire d'adhésion, s'ils pensent que le processus n'est pas très crédible, du coup, l'incitation à se réformer pour se mettre en conformité avec les normes européennes n'est pas non plus très puissant. Et donc, ça a traîné. Aujourd'hui, les pays candidats des Balkans occidentaux sont dans des postures très différentes. C'est important de les distinguer puisqu'on dit toujours les Balkans, mais en fait, c'est autant de pays dans des postures très différentes. Par exemple, le Monténégro est aujourd'hui le pays le plus avancé dans ces négociations. Il a ouvert quasiment tous les chapitres et il a ouvert tous les chapitres et il y en a plusieurs de fermés et je pense qu'il va encore faire des progrès à la fin de ce mois-ci du mois de juin. D'autres vont la Bosnie-Herzégovine est candidate mais est vraiment très encore je dirais sur la ligne de départ et le Kosovo n'est même pas reconnu par tous les 27. L'Espagne par exemple reconnaît la Palestine mais ne reconnaît pas le Kosovo. Donc c'est pour ça que c'est un pays qui n'est pas du tout encore prêt à rentrer demain. Et donc c'est une question de mais vous voyez par exemple la Croatie, elle est rentrée, c'est le dernier rentré en 2013. La Croatie aujourd'hui est dans l'Union européenne, elle est même dans la zone euro et dans l'espace Schengen. Alors, ça fait des années qu'on fait des promesses aux Balkans. D'ailleurs, est-ce qu'on est prêt pour passer de 15 à 25 États Parce qu'on parle d'eux, mais parlons de l'Europe et des États déjà membres. Ouais. Vous avez raison que l'élargissement, ça concerne les deux partenaires. Il y a ceux qui veulent rentrer, mais c'est comme un club. Non seulement il faut que les autres membres du club, ceux qui sont déjà là, l'acceptent. Il ne s'agit pas d'être candidat, il s'agit que les autres aussi vous acceptent. Et il faut que ce soit à l'unanimité. Donc, dans un traité d'adhésion, il y a 35 chapitres. Et les 35 chapitres sont ouverts et fermés, chacun à l'unanimité. Donc, ça fait 35 fois 22 fois 27 occasions de mettre un veto à cette adhésion. Et ensuite, il faut que le traité soit ratifié par chacun des 27. Vous voyez, donc c'est une procédure très lourde, mais nécessaire et démocratique pour que justement on rentre pas comme ça par la porte pour s'imposer. Donc c'est vraiment en connaissance de cause que chacun des 27 accepte ou non un pays. Et ça oblige aussi l'Union européenne à réfléchir à la façon dont elle fonctionne. Mais moi, contrairement à une idée reçue, l'Union européenne, en fait, le nombre n'est pas forcément un obstacle. Je m'explique. Je pense qu'on a décidé avec ce qui est arrivé à l'Europe, toutes les crises qu'elle a dû gérer, le Covid, la guerre en Ukraine et avant ça, la crise de la zone euro. En fait, on a décidé plus de choses à 27 qu'à 15. Et parfois, plus vous êtes nombreux, plus parfois le veto peut être plus difficile à tenir que si on est moins nombreux. Et en fait, c'est une question non seulement de circonstances qui font que il y a tout d'un coup un mouvement qui fait que la volonté d'avancer est là, il y a un leadership. Et puis aussi, ça dépend qui est autour de la table. L'Europe à 27 marche mieux que l'Europe à 28. C'est-à-dire que l'Europe sans le Royaume-Uni, parfois arrive à prendre des décisions plus facilement qu'elle ne l'aurait fait avec un grand pays comme le Royaume-Uni qui bloquait beaucoup de choses et qui bloquait même quand l'Europe était à 6, vous vous souvenez de la crise de la chaise vide, il y avait vraiment des moments de blocage importants. Donc c'est pas qu'une question de combien nous sommes, c'est une question aussi de volonté politique vers un projet. Et je pense que plus les facteurs géopolitiques menacent l'Europe, plus elle sent l'intérêt puissant de se réunir. Vous citez dans votre article dans Politique étrangère de l'IFRI le directeur du Grand Continent, M. Gressani, qui dit la guerre contribue à territorialiser une construction européenne qui avait tendance à penser son action en termes abstraits, marché, consommateur, entreprise. C'est important. Oui, c'est l'Europe restera toujours
business friendly, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la géopolitique prend le dessus. Avant, c'était c'est un projet de paix, et ça devient un projet de puissance. Non pas que les deux sont antagonistes, mais on sent bien qu'aujourd'hui, que pour garantir la paix sur notre continent, il faut que l'Europe s'affirme comme une puissance dans un monde multipolaire où, si elle ne le fait pas, les autres puissances, y compris d'ailleurs américaines, peuvent exploiter ses dépendances, ses vulnérabilités, et donc ça peut se retourner contre elle. L'Union européenne avait été construite dans un monde, je dirais, multilatéral, fondé sur le droit, et donc elle est à l'aise dans un monde où les règles sont les mêmes partout. Mais si on ne respecte plus l'OMC, on piétine des règles de concurrence, et que c'est la loi du plus fort, comme on le voit parfois de part et d'autre de l'Atlantique, ou avec la Chine, où il y a de la concurrence déloyale, eh bien l'Europe doit du coup s'armer, avoir un arsenal commercial plus robuste pour faire face à cela. Et donc c'est cette géopolitique-là qui aujourd'hui est le ferment d'unité aussi, d'être des 27 et demain des 35, et surtout l'élargissement procède en fait à ce projet de puissance. C'est-à-dire que l'Europe sera plus puissante si elle a l'Ukraine avec elle que si elle a l'Ukraine contre elle, si la puissance agricole ukrainienne est de l'autre côté plutôt que du côté russe. Merci beaucoup Sébastien Maillard. Je rappelle votre titre, conseiller spécial au Centre Grande Europe sur l'élargissement, ancien directeur de l'Institut Grande Europe de l'Institut Jacques Delors, je précise. De l'Institut Jacques Delors. Et on est à 10 jours des élections européennes. Voilà, il faut bien réfléchir, mais il faut voter, ça c'est sûr. Et puis à vous écouter, on a bien compris qu'on a du mal à définir les contours géographiques de l'Europe, mais le sentiment d'appartenance européenne, il s'ancre aussi dans une mémoire collective et sur un projet commun. Et il a déjà bien avancé depuis ses débuts. Merci infiniment, Monsieur Maillard, pour cette interview. Merci de votre attention.